La troisième transition concerne l'Europe. Et je veux préciser le projet européen qui, aujourd'hui, me mobilise. Nous vivons un moment incontestablement dangereux. Jean-Christophe, tu l'as évoqué dans ton intervention, mais l'hostilité de Donald Trump à l'égard de l'Europe, qui fait écho à celle de Vladimir Poutine à l'Est. La fragilité du projet européen qui n'a plus véritablement aucun finalement agenda mobilisateur qui permette une intégration supplémentaire nous met dans une situation qui est une situation tout à fait inédite. Et il me semble que ce moins d'Amérique qui se profile, d'ailleurs qui confirme pour partie sur les questions de défense ce qui était déjà une orientation de l'administration Obama qui avait fait de sa priorité stratégique l'Asie et non plus l'Europe. Cette situation désormais renforcée par les déclarations hostiles de Donald Trump quand il se félicite du Brexit ou quand il dénonce l'Allemagne au cœur de l'Europe, nous amène à devoir resserrer les rangs. Je propose 4 axes. Le premier, c'est la défense européenne. Il me semble aujourd'hui que nous sommes, c'est même pas il me semble, la France est le seul pays de l'Union européenne à disposer d'un outil de défense complet. Elle dispose de forces nucléaires, de dissuasion, terrestre, aérienne et navale. Cet outil de défense complet lui donne une responsabilité, celle de se tourner vers nos partenaires et de leur proposer que sur le plan industriel comme sur le plan militaire, nous disposions demain des coopérations qui nous permettent de faire face à ce qui sera le désengagement des États-Unis dans la protection du continent européen. C'est le premier engagement que je prends. Il est, à mes yeux, essentiel que sur ces questions de sécurité aux frontières, de sécurité continentale, de capacité de projection de nos forces, nous ayons une stratégie européenne beaucoup plus dense qu'elle ne l'a été auparavant, parce qu'elle est cette fois-ci dictée par l'urgence d'une instabilité nouvelle, l'arrivée de Donald Trump renforcée par celle de Vladimir Poutine. Et je redis d'ailleurs que moi je ne tiens pas pour acquis le viol de la légalité internationale en Crimée, que je ne tiens pas non plus pour acquis le fait d'organiser délibérément la déstabilisation d'un pays, l'Ukraine, parce qu'on n'est pas d'accord avec sa majorité politique, quoi qu'on en pense. Et je le dis à toutes celles et ceux qui sont fascinés par Poutine, à gauche comme à droite, fascinés par Poutine, par je ne sais quel surplus de testostérone ou de virilité qui sert de modèle à des hommes providentiels putatifs. Mais ce n'est pas mon modèle à moi. Mon modèle, il tient au fait de rappeler que la France a une politique extérieure indépendante. Une politique extérieure indépendante, les États-Unis, même si les États-Unis sont un allié privilégié, une politique indépendante de la Russie. Et c'est pour cela que j'arrive au deuxième pilier. Sur la question énergétique, il me semble qu'il faut reprendre la très belle idée de Jacques Delors d'un traité de l'énergie, dans le sillage de ce qu'avait été le traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Refaire de l'énergie le moyen de se projeter vers l'avant. Jacques Delors le proposait et disait quoi? Nous avons aujourd'hui besoin, pour certains pays, de sécuriser l'approvisionnement, de coopérer entre États pour assurer la souveraineté énergétique du continent européen, de nous appuyer sur les extraordinaires capacités de nos entreprises dans le domaine énergétique. 40% des brevets déposés dans le domaine énergétique le sont par des entreprises françaises. En stimulant ce marché-là, nous pouvons avoir une place privilégiée dans le monde. Sécurité des approvisionnements, coopération entre États, dynamisme de nos entreprises peuvent bâtir ce que doit être le socle d'un traité de l'énergie autour duquel nous retrouver sur un agenda de construction qui engage aussi, troisième axe, la transition écologique de notre économie européenne. Vincent l'avait proposé lors de la campagne des primaires. Je rejoins cet objectif. Il faut porter l'effort en termes d'investissement en faveur de la transition écologique et de la lutte contre les inégalités sur le territoire européen entre ceux qui vont mal et ceux qui vont bien. Il faut la porter à 1 000 milliards d'euros, selon d'ailleurs des effets de levier qui ne peuvent pas continuer à être de 1 à 10, comme le propose aujourd'hui le plan Juncker, parce que à rester avec des effets leviers aussi forts, on ne finance que des projets qui sont extrêmement rentables. Il faut là aussi investir
d'investir dans des projets plus patients, plus tempérants, où les retours sur investissement sont plus longs à obtenir. C'est là où nous avons besoin d'une puissance publique européenne. Je salue d'ailleurs Harlem Désir qui est là et qui connaît mieux que quiconque ces questions-là et ces enjeux. Le troisième axe, il est plus difficile, je le reconnais. Il est plus compliqué. Moi, je souhaite que demain, il y ait une régulation démocratique de la zone euro. Je souhaite que nous ayons une assemblée parlementaire de la zone euro qui permette quoi? Que les choix politiques qui seront faits dans la zone euro, y compris les cibles qui peuvent être choisies en matière de convergence de nos économies, que cela soit fait dans un cadre qui soit non plus une régulation intergouvernementale, mais une régulation politique et démocratique. J'aspire à un nouveau traité budgétaire européen qui permette de se fixer cet objectif, même si je sais aujourd'hui que Mme Merkel, comme beaucoup de sociodémocrates allemands, ne sont pas forcément favorables à cela. Mais je retiens quand même cette phrase de Sigmar Gabriel à Mme Merkel, qui indique aussi que cela bouge chez nos partenaires allemands. L'Allemagne n'est pas un bloc homogène, ce n'est pas un bloc granitique où tout le monde, à gauche comme à droite, défendrait les mêmes positions. C'est vrai sur le travail, c'est vrai sur l'économie, mais Sigmar Gabriel demandait à Mme Merkel et lui reprochait de n'avoir toujours pas répondu à la question suivante. Vouloir que les Français baissent de 0,5% leur déficit public vaut-il le risque que Marine Le Pen arrive au pouvoir? C'est lui-même qui le dit. Et je retiens de cette question-là qu'aujourd'hui, ces questions de convergence sur les déficits sont finalement secondaires. Ce qu'il faut que nous ayons, c'est un projet qui soit un projet qui fixe ce que sont nos préférences collectives, ce que nous voulons développer comme ce que nous voulons protéger. Surtout quand on se tourne vers les États-Unis pour envisager un accord de libre-échange, fort heureusement, il est mis de côté, mais nous ne pouvons plus demain nous engager dans des négociations commerciales sans vouloir clairement protéger ou sans savoir ce que nous voulons protéger. Traité budgétaire, traité de l'énergie, 1 000 milliards sur d'investissement sur la transition écologique et l'Europe de la défense seront les 4 axes que je proposerai demain à nos partenaires européens. Je rajoute, même si je suis trop long, c'est ça? Eh ben on ratera le 13h, c'est ainsi. Je rajoute qu'il me semble que ce sera impossible si le rassemblement que nous voulons construire en France, nous ne le construisons pas politique en Europe. Il nous faut un arc d'alliance. Quand les hommes et les femmes de gauche mènent des combats en Europe, ils sont souvent trop seuls. Ils sont souvent trop seuls. Quand ils se retournent, il n'y a pas grand monde. Même quand ils résistent au Conseil ou à la Commission européenne. Nous devons retenir de ce qui s'est passé en Grèce, de ce qui s'est passé en Belgique, des moments où c'est l'alliance des gauches qui a manqué. Et ce devra être une priorité pour le futur chef de l'État, comme pour sa future majorité, que de construire un arc d'alliance sur un projet politique ambitieux en matière européenne.